Everything happened so fast. I went downstairs where I washed the sink handle, I washed the bottom of it, I washed the knife. Like, I am guilty, but I'm trying to control the wheel sort of. Mais Renée n'est jamais venue. Elle n'a jamais été très ponctuelle. On s'est dit qu'elle était en retard. Ça ne nous a pas inquiétés. Mais les heures défilaient, 16, 17, 18 heures. Elle n'était toujours pas là. C'était étrange. À ce moment-là, on espérait qu'elle était simplement en retard. On a essayé de la joindre. Erin voulait qu'on aille chez elle pour s'assurer que tout allait bien. On est arrivé vers 21h30, je dirais. Erin savait qu'il y avait une baie vitrée qui n'était accessible que si on passait par le toit. On a monté les marches, et là, c'était son patio. Je m'en souviens encore. On est monté sur le toit. La baie vitrée était déverrouillée. À ce stade, on espérait la trouver endormie. On a ouvert la fenêtre, on a hurlé son nom, mais aucune réponse. On était angoissés, on a refermé la fenêtre. Puis on a redescendu les marches et j'ai senti comme une présence derrière moi. Je me suis retournée, il y avait un homme d'âge moyen. Il nous a dit être le propriétaire et nous a demandé s'il pouvait nous aider. J'ai trouvé ça étrange. On ne savait pas qui il était, ni d'où il sortait. Notre inquiétude grandissait, parce qu'il n'y avait aucun signe de Renée. Alors, on a suivi cet homme jusqu'à la porte d'entrée de l'appartement. Tout était éteint. Renée était un oiseau de nuit. Les lumières auraient dû être allumées si elle était chez elle. Surtout qu'il n'était que 22 heures. Ce qu'on a remarqué en premier, c'était le bazar. Tous les tiroirs étaient ouverts, il y avait des vêtements partout. À ce moment-là, on a compris. Quelque chose n'allait pas. Je pouvais apercevoir ce qu'il y avait sous la couverture. Je me souviens encore de ses magnifiques cheveux blonds. Et ils n'étaient plus blonds. Ils étaient couverts de sang. J'étais sous le choc. J'avais peur. Le propriétaire nous a dit d'appeler les secours. C'est ce que j'ai fait et je lui ai laissé mon portable. Ensuite, je suis partie aussi vite que j'ai pu. Je me suis assise dans la rue en attendant la police. C'était une ville tranquille. Elle a toujours été très calme. Quand quelque chose de ce genre arrive, c'est une surprise pour tout le monde. Ça touche tous les habitants et ça secoue tout le quartier. Je suis arrivé sur place vers 23h30. C'était un lundi et le périmètre avait déjà été bouclé. Il y avait beaucoup d'officiers de police sur les lieux. C'était la première affaire que je supervisais. C'est moi qui étais en charge de ce meurtre. Alors j'ai tout de suite compris que je n'avais pas le droit à l'erreur. J'ai inspecté les alentours du bâtiment avant d'y entrer.
J'ai regardé les fenêtres, l'extérieur, les portes, la route et les rues adjacentes. Je voulais voir si quelqu'un m'observait. C'est important de vérifier ça. C'était un petit appartement. L'entrée menait à la cuisine et au salon salle à manger. Quand je suis entré, je suis allé dans cette pièce. J'ai remarqué une couverture, un genre de plaid qui couvrait le haut de son corps. Cette couverture avait peut-être été mise là parce que le meurtrier ne voulait pas voir ce qu'il avait fait à René. Il s'est peut-être dit « Je vais être là pendant un moment. Je ne veux pas voir ça pendant que j'efface mes traces. » Ça pouvait aussi marquer le caractère définitif du crime. Voilà ce que tu mérites. Je vais te recouvrir avec ça parce que maintenant, c'est terminé. Voir le cadavre, c'était très dur. Elle avait reçu 12 coups de couteau au total. Sa mort avait été brutale et vraiment barbare. J'ai compris que le meurtrier devait être hors de lui au moment des faits. Ça laissait penser qu'il la connaissait. J'ai appelé mon supérieur pour lui dire qu'on avait affaire à un meurtre et que j'allais avoir besoin d'aide. Après avoir vu le cadavre de René, j'ai demandé l'intervention de la police scientifique auprès du laboratoire d'analyse de notre comté. Ces spécialistes peuvent prendre part à ce genre d'affaires et ils ont pour seul rôle d'examiner des scènes de crime. Ils sont très minutieux. Une équipe est venue et m'a assisté pendant que je recherchais des empreintes, du sang ou toute trace d'agression sexuelle, ce genre de choses. On examine la scène de crime sur place, mais une grosse partie des analyses se fait au laboratoire après que les éléments y sont emmenés. Ils ont récupéré les coussins du canapé, des bouteilles, des ciseaux et tout ce qui pouvait comporter des empreintes dans le but de trouver des preuves biologiques. En fouillant l'appartement, on a retrouvé plusieurs éléments de valeur pour nous, comme des couteaux et des cheveux. Renée était coiffeuse et elle avait une longue chevelure blonde. Mais en examinant la scène de crime, on espérait en trouver d'autres qui ne lui appartenaient pas. On a également retrouvé des poils, notamment ce qu'on croyait être des poils pubiens. Il fallait absolument qu'on les analyse. On a découvert un CD. Il était près du cadavre de la victime. Il y avait du sang dessus. On l'a aussi envoyé au laboratoire pour analyse. On ignorait s'il s'agissait du sang de la victime, celui du meurtrier ou celui de quelqu'un d'autre. L'examen allait nous aider à déterminer qui était présent sur les lieux. Il pouvait donc y avoir du sang de plusieurs personnes sur la scène de crime. On est sur Rochester Road. C'est la route qui mène à l'appartement de René. Quand on m'a signalé sa mort, je me suis rendu sur place pour examiner les alentours et trouver des indices. Elle a été poignardée 12 fois. On s'est demandé si ce n'était pas un crime passionnel. Le coupable devait être foudrage quand il l'a tuée. On a fouillé toutes les pièces, on a retrouvé un chargeur de téléphone dans l'appartement, mais il n'y avait pas de portable. Dans ce genre de cas, quand ces appareils disparaissent, c'est qu'ils contiennent des preuves incriminantes. Souvent, c'est pour cacher la présence d'une certaine personne sur les lieux ou pour que la police ne détermine pas la nature des relations que la victime avait avec les personnes sur les photos ou celles à qui elle envoyait des messages. Quand on examine une scène de crime, on regarde s'il y a des traces d'effraction, des portes ou des verrous cassés, du verre brisé sur les fenêtres. On regarde les objets fréquemment touchés susceptibles de porter des empreintes digitales. Les poignées de porte, les interrupteurs, les robinets.
Ensuite, on analyse ces éléments avec de la poudre à empreintes, de la colle ou ce genre de choses pour obtenir soit des traces de doigts, soit des empreintes complètes n'ayant pas été effacées. Ensuite, on se demande qui était la dernière personne à avoir parlé à la victime. Qui avait vu Madame Chupik en dernier? Qui était venu chez elle? On est resté assises devant l'appartement pendant des heures à parler aux enquêteurs. Ils nous ont demandé si on avait la moindre idée de l'identité du meurtrier. Je leur ai dit qu'au début, je pensais que le propriétaire l'avait tué. Mais j'avais aussi entendu Renée dire qu'elle n'était pas en très bons termes avec son ex-mari. Ensuite, on étudie le profil de toutes les personnes mentionnées. Dans ce cas précis, on s'est intéressé au propriétaire, parce qu'il avait la clé de l'appartement de Renée. Il était sur place à ce moment-là. Ça paraissait anormal. Je n'avais aucune idée de qui était cet homme. Il avait la clé, ça aurait pu être lui. Il aurait pu la tuer, lui prendre sa clé et attendre que quelqu'un vienne la chercher. C'était pas impossible. On avait des doutes sur lui. Mais on avait aussi entendu parler d'un ex-mari. Est-ce que son nom à lui aussi allait finir sur notre liste de suspects? Eh bien oui. Je n'ai pas pleuré avant d'arriver chez moi. Mais une fois seule, les vannes se sont ouvertes. Je ne m'imaginais pas retrouver le corps de Renée quand on est allé chez elle. Elle était très gentille. C'était une coiffeuse talentueuse. C'était une personne très positive. J'étais terrifiée. J'avais peur que le responsable de sa mort nous ait suivis et qu'il soit en train de nous observer chez nous. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Je ne savais pas qui était le coupable. Il aurait pu me suivre jusqu'à chez moi ou venir à mon travail. J'étais inquiète et angoissée. Je regardais toujours par-dessus mon épaule. J'ai discuté avec l'officier de police qui était à la porte d'entrée. Je voulais connaître l'identité de tous ceux qui étaient dans cet appartement et lui demander s'il savait si le propriétaire était monté à l'étage du domicile. Quand on se demande qui pouvait être responsable, qui avait accès à la résidence et pouvait y entrer, on pense tout de suite au propriétaire des lieux. Un enquêteur est venu me voir. Il voulait que j'écrive sur un papier tout ce que je savais, ce que j'avais vu. Il me regardait d'une façon très étrange, comme si j'étais un véritable suspect. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé, je leur ai répondu que je ne savais pas, que je faisais juste mon travail. Ils voulaient savoir si j'étais propriétaire des lieux. Je leur ai dit que non. Je leur ai menti, évidemment, parce que je ne voulais pas être impliqué dans tout ça. Je ne voulais pas être associé à ce genre de choses immondes. À ce stade de l'enquête, le propriétaire nous a fourni le bail de location, on a pu confirmer son identité. Il nous a un peu parlé de Renée. Depuis combien de temps elle vivait là, son emploi du temps en général. Il était catégorique. Il a dit et répété qu'il n'avait rien à voir avec son meurtre. J'étais dans mon atelier toute la nuit. Dans cette pièce, les murs sont faits de parpaing. On n'entend pas les bruits extérieurs. Si j'avais été dans mon appartement, j'aurais pu entendre quelque chose parce que ma cuisine et la sienne étaient collées, comme nos salles de bain. Mais je n'y étais pas. J'aurais préféré l'entendre. Si ça avait été le cas, j'aurais pu aller chez elle et m'occuper de son agresseur.
Personne ne nous a signalé avoir entendu des cris ou des bruits de lutte. Il était tard, mais son appartement se trouve juste à côté d'une route très empruntée. Il y avait également plusieurs commerces à proximité. On espérait que les caméras aient filmé quelque chose. Il nous fallait obtenir les vidéosurveillances. On a référencé toutes les caméras de la zone. On s'est adressé au garage dans la rue d'en face, au restaurant de fast-food. Mais quand il y avait des caméras, elles étaient soit trop loin, soit dirigées vers des commerces. La seule chance qu'on a eue, c'est d'avoir la vidéo d'une caméra de surveillance du propriétaire. Mais cette caméra n'enregistrait pas à ce moment-là. Elle se contentait de diffuser la vidéo en live. Ce n'est pas exactement cette caméra que j'avais. Mais ici, sur le côté droit, j'en avais une autre qui se trouvait sur un poteau électrique qui donnait sur toute la propriété. Il y a des capteurs photoélectriques. Donc, quand je vois la lumière s'allumer sur mon moniteur, je regarde par réflexe, ça attire mon attention. C'est ce que j'ai fait ce soir-là. Et j'ai vu un homme descendre les escaliers. Il se tenait là, près des boîtes aux lettres. Il devait avoir la vingtaine. Il avait les cheveux blonds, je crois. Quand on ne trouve pas de vidéo et qu'on nous donne des informations comme celle-là, il faut prendre un peu de recul et voir ce qu'elles vont donner plus tard. On continue de chercher des suspects et on les compare à cette description. J'ai rencontré Renée pour la première fois quand elle m'a demandé de garder son fils. Elle était toujours là pour les autres. Elle aimait s'occuper des gens et les prendre sous son aile. Un peu comme une grande sœur le ferait. Quand j'ai fait sa rencontre, son fils avait 6 mois. Renée était mariée. Son époux était beau, bien bâti. Il était plutôt musclé. Il n'était jamais très loin d'elle. Il était très protecteur envers elle. Ils avaient l'air de se disputer souvent, ce qui était bizarre parce que ce n'était pas le genre de Renée. Elle faisait tout pour éviter les confrontations. Une fois, je dormais dans le salon et son mari est entré chez eux. Il était assez tard. Je les entendais se disputer. J'ai gardé les yeux fermés. Ça ne me regardait pas. C'était presque comme si elle avait peur de tenir des propos méchants. Comme si elle se retenait de tout dire. On était assez proches. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'en parlait pas. C'était peut-être un sujet qui l'inquiétait. Son monde tournait autour de lui. L'ex-mari de Renée était officier de police à Clarkston. Son fils vivait chez lui la plupart du temps. Il me semble qu'elle n'avait sa garde qu'un week-end sur 2, ou quand elle était disponible. Je trouve qu'ils étaient de bons parents. Quand son fils voulait la voir, il venait chez elle sans problème. J'étais en charge de l'interrogatoire de son ex-mari. On voulait savoir s'ils avaient une relation abusive, s'il y avait déjà eu des violences conjugales, quand il l'avait vue ou lui avait parlé pour la dernière fois, avec qui pouvait-elle être avant de mourir. Les propos de l'ex-mari de la victime n'étaient pas alarmants. Ils avaient divorcé, mais ils avaient gardé contact. Ils étaient en bons termes, ils se parlaient toujours par rapport à leur fils et son éducation. Il n'y avait pas de mesures d'éloignement ou d'ordonnances restrictives. Aucun rapport policier n'indiquait de problème d'ordre judiciaire entre eux. Il nous a quand même dit qu'avant lui, elle avait fréquenté un dénommé Stephen Parker et qu'elle avait gardé contact avec lui. Ils sont sortis ensemble par le passé. Il était très sympathique. Il était grand et avait des cheveux blonds.
Ils se voyaient à nouveau. Tout allait bien. Mais au bout de quelques semaines, son comportement commençait à lui faire un peu peur et elle ne voulait plus le voir. La victime a fait part de son inquiétude vis-à-y du comportement de Steven à ses amis et sa famille. Il se consacrait de plus en plus à sa foi, il était très croyant, et il sermonnait Renée sans cesse sur sa manière de vivre. L'image qu'on nous dépeignait de cette personne m'inquiétait un peu. D'autant plus qu'on en a eu un aperçu. Il faisait des vidéos où il prêchait la fin du monde, parlait des révélations, ce genre de choses. Renée avait un ex-petit ami, Steven Parker. On s'est beaucoup intéressé à lui. Il était extrêmement croyant. Quand on nous a parlé de lui, on nous l'a presque décrit comme un fanatique. Même si j'étais dans la police depuis longtemps, j'ai quand même eu un peu peur, parce qu'il était très véhément. Il voulait à tout prix faire passer son message. Il projetait sa vision de la foi sur Renée. Il est venu au salon de coiffure une semaine ou deux avant qu'elle ne soit tuée. Il avait l'air mal à l'aise. Il a demandé à parler à Renée, mais elle n'en avait pas envie. Il est resté 5 minutes, et pas une de plus. La situation était très bizarre. On a une caméra de surveillance. Il était très froid quand il a demandé à la voir. Son ton était sec, comme s'il ne voulait parler qu'à elle. Elle chuchotait. Elle disait des choses comme « Tu dois t'en aller tout de suite ». On a eu l'occasion de parler avec M. Parker. Dès le début, on a compris que ce qu'on nous avait dit sur son côté fanatique était fondé. Il a déclaré qu'il avait eu une vision de la mort de Renée et qu'il savait que son style de vie allait la mener à cette fin. C'était très alarmant. Il était très tôt. Il faisait déjà jour. J'ai parlé à l'officier Sviatowski. Il m'a dit que le portable de Renée n'avait toujours pas été retrouvé. Je me suis rendu à l'appartement de la victime. Je crois que j'ai commencé ici. C'était soit cette allée, soit celle-là. Il y avait des bennes à ordures. Du côté ouest du bâtiment, il y avait 2 bennes. La première n'a rien donné. Mais la deuxième, la verte, je suis entré dedans et j'ai trouvé un sac. Il y avait 4 chiffons dans le sac. Une bouteille de vin vide. J'y ai également trouvé un grand couteau de cuisine et un couteau à steak. La lame était séparée du manche. Voilà le couteau que j'ai retrouvé dans le sac de la benne. Celui-là était cassé. On a comparé les couteaux qu'on a retrouvés à ceux qu'il y avait dans la cuisine. Ils étaient similaires à ceux qu'avait Madame Chupik dans son appartement. Ça nous a laissé penser que les couteaux retrouvés dans le sac poubelle ont servi à tuer la victime. J'ai continué à examiner les alentours. J'ai regardé partout. C'était en 2011. Les buissons étaient par ici. Là, c'était du paillis et il y avait un mur en plus. J'ai remarqué ces buissons et je les ai fouillés un par un. Dans l'un d'eux, j'ai retrouvé un portable. J'étais étonné.
Je n'étais même pas content de ma découverte. Simplement surpris de le trouver là. Je m'en souviens encore. Il était là, par terre. Je ne savais pas s'il avait un lien avec notre affaire, mais je voulais m'en assurer. J'ai signalé ma découverte et je l'ai récupéré. Le téléphone en lui-même était intact, mais il manquait la coque arrière et la batterie n'était plus là. Mais on pouvait s'en servir une fois la batterie remise. On a pu confirmer que ce téléphone appartenait à René parce que le chargeur retrouvé dans son appartement correspondait à l'appareil. Une fois qu'on l'a ramené au poste de police, on l'a chargé. En général, un téléphone portable en dit long sur le propriétaire. Les mouvements, l'historique des appels, les messages vocaux, les photos. Petit à petit, avec ce portable, on a pu déterminer à qui elle avait parlé avant sa mort. Ce schéma à code couleur indique tous les types d'appels, ceux entrants et ceux sortants. On a aussi signalé la source de l'appel, la personne au bout du fil et ce que l'appel impliquait. On a retrouvé des tas d'appels qui venaient d'un même numéro. Il appartenait à un homme. Il a appelé René très tard le soir où elle est décédée, et même jusqu'à environ 1 heure avant son meurtre. Oui, apparemment, ils m'ont suspecté à un moment. Dès le départ, je leur ai dit qu'ils allaient trouver des centaines d'appels de ma part sur son portable. C'était certain. J'ai rencontré René en 1990, je crois. Oui, c'est ça. Elle était très extravertie. Elle avait beaucoup d'amis. Je suis la dernière personne à lui avoir parlé parce qu'elle m'a rappelé ce soir-là. Elle avait essayé de me joindre toute la journée, c'était le dimanche soir. Elle m'a contacté et m'a dit « On passe un bon moment, on mange un morceau, tu veux venir ?» Je lui ai dit que j'étais épuisé et que j'allais me reposer. Elle était avec un homme marié ce soir-là. Elle était attirée par lui. Il était plutôt beau et disons que son mariage ne semblait pas exclusif, si vous voyez ce que je veux dire. Croyez-le ou non, c'est le jour de son meurtre qu'elle a vu cet homme. Ils étaient dans un restaurant de Royal Oak. Elle m'a donc appelé vers 23 h. On a discuté. Elle m'a supplié de venir la voir. Elle voulait faire la fête. Mais je lui ai dit que j'avais besoin de dormir. Quelqu'un a frappé à sa porte, elle m'a dit « je dois y aller ». Je lui ai répondu que je la rappellerai et j'ai raccroché. C'était la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Le lendemain, je travaillais de 9 h à 14 h. Je voulais absolument y aller. Ça allait me faire penser à autre chose. C'était dur de se rendre au salon et de savoir qu'elle n'allait pas être là. Les médias en parlaient déjà, ce qui voulait dire que les clients et les collègues allaient vouloir en discuter et me demander des détails. Je ne savais pas si le fanatique l'avait tué, ni s'il allait revenir au salon. Il y a tous ces détails qu'on ignore et qui ressortent le lendemain du meurtre. J'ai parlé à l'enquêteur en charge de l'affaire pendant 4 ou 5 heures. J'ai donné un récit détaillé de tout ce que je savais. J'ai raconté que j'avais parlé à René vers 23 h, que quelqu'un avait frappé à sa porte avant qu'on raccroche, et que je n'avais plus de nouvelles. Ils m'ont demandé qui avait pu venir chez elle. J'ai répondu que je pensais que c'était le fanatique religieux. Ça pouvait être aussi l'homme marié, puisqu'il l'avait vu le jour de son meurtre. Le 20 septembre, quelqu'un a appelé le poste de police. Il a décliné son identité et il nous a dit qu'il avait eu une liaison extra-conjugale avec René et qu'ils avaient passé le dimanche ensemble. Ils ont dîné dans un restaurant du coin, à Royal Oak. Après ça, ils sont allés à l'appartement de René le dimanche soir.
Il nous a dit qu'il était parti vers 20 h. Selon lui, René allait bien quand il est parti, il n'y avait rien à signaler. À ce stade de l'enquête, on pensait donc que cet homme marié était la dernière personne à l'avoir vu en vie. Cette nuit-là, j'ai vu un homme descendre ces escaliers là-bas. Il était très jeune. Il devait avoir la vingtaine, quelque chose comme ça, pas plus. Je lui ai demandé qui il cherchait. Il m'a répondu « René ». Ça, c'était la nuit du meurtre. Il devait être 22, 23 heures. Il faisait nuit. Mais il y avait de la lumière. C'est comme ça que j'en ai déduit qu'il avait environ 20 ans. Il n'était pas très vieux. Le lendemain, je n'arrêtais pas de repenser à tout ça. Je me disais que ça ne tournait pas rond. On recherchait plusieurs personnes, certaines dont on connaissait le nom et d'autres qui nous étaient inconnues. On ignorait l'identité de certains individus qui pouvaient être des suspects potentiels dans l'affaire. On a fini d'examiner la scène de crime et l'autopsie a eu lieu le lendemain. Voici ce que le médecin a remarqué lors de l'examen. Il a vu des hématomes et des coupures sur la victime. En tout, elle a été poignardée à 12 reprises. Elle avait également une lacération de 7 cm au-dessus de l'œil. Elle semblait résulter d'un choc violent. Après analyse, on a vu que la bouteille de vin vide comportait des traces de sang, ainsi que d'autres éléments. On s'est dit que c'est avec cet objet qu'on l'avait frappé et qu'il avait causé la lacération. Toutes ces informations nous laissent penser que le meurtre a été très brutal, que l'agresseur avait une grande force physique et aussi qu'il était très énervé lors des faits. Erin, René et moi, on est sortis plusieurs fois dans le centre-ville de Royal Oak. Nos personnalités se complétaient. Mais quand René entrait dans une pièce, elle attirait tous les regards. Tout le monde se retournait sur elle, les hommes, les femmes. Elle était très belle. René fréquentait un autre homme. Il était grand, les cheveux courts, musclé, mais pas trop. Je n'oublierai jamais les yeux qu'il avait. Ils étaient très clairs, presque comme ceux d'un husky. On a pu faire une vraie avancée dans l'enquête une fois qu'on a retrouvé plusieurs appels provenant du comté de Miami-Dade. À ce stade, on avait ce qu'on pensait être notre principal suspect. Ensuite, on voulait retrouver les coordonnées de l'individu et utiliser la latitude et la longitude pour localiser le téléphone portable. On s'occupait de ça quand une femme nous a contactés. Son fils avait obtenu des aveux. Il m'a tout avoué. Il m'a dit, j'ai fait quelque chose de mal. Je viens de tuer quelqu'un d'une horrible manière. Je me confie à toi parce que je te fais confiance. Tu es mon ami.
Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une belle journée, j'ai ouvert les fenêtres de ma chambre. Je pouvais admirer les buissons de lavande. Je changeais mes draps quand il est arrivé et s'est assis sur mon lit. Puis, il m'a dit qu'il devait me raconter quelque chose d'atroce. Il a parlé pendant une demi-heure. Il s'arrêtait souvent. Il m'a expliqué ce qui s'était passé avant et après. Il n'était même pas sûr de l'avoir tué. J'avais une décision à prendre. J'ai choisi de l'enregistrer. I am guilty, but I'm trying to show the real story of it. Where did she get stabbed at? I think again, all the way here, here or here, or that. Je suis la première personne à qui il a tout avoué, toute la vérité. À ce moment-là, je pense que je ne voulais pas le croire, mais j'ai dû m'y résoudre. J'ai vu des choses qui m'ont convaincu. Mes parents étaient mes voisins. Je suis allé chez eux et j'ai craqué. Je me suis effondré par terre et j'ai tout dit à ma mère. Elle était sous le choc. Après ça, elle a appelé la police de Royal Oak. Our suspect here, is this a white male or a black? He's white. What's this person's name? His name is Chris Hunt. On avait des amis en commun. Puis on s'est liés d'amitié. Il était comme mon petit frère. Il avait des yeux bleus perçants, impossible à oublier. Il était sympa, il avait du succès auprès des filles. Il aimait sortir et s'amuser. Il a emménagé à Royal Oak, il travaillait dans un bar. C'est là qu'il l'a connue. Pour moi, c'était juste une fille qu'il fréquentait, rien de plus. Je n'en pensais pas grand-chose. Mais c'est une situation un peu compliquée quand ton ami voit une femme plus âgée. Alors j'ai décidé de ne pas m'en mêler. Cette nuit-là, elle lui a envoyé des messages. D'après sa version des faits, elle lui en a envoyé beaucoup. Au cours de la soirée, elle voulait qu'il vienne chez elle. De ce que j'ai pu en voir, c'était presque une relation mère-fils assez malsaine. La façon dont elle lui parlait était très bizarre. Here's what I don't get. Why didn't you leave? Because you don't normally stay around people that do that. Il allait partir, mais il n'a pas pu s'y résoudre. I guess it was just tired of it. He thought she could walk all over me and I was fed up with it, that's all. Il l'a poussée, elle aussi, puis elle a pris la bouteille de vin et l'agitait dans tous les sens. Et elle a essayé de le frapper avec. Everything happened so fast. The girl came in swinging an empty wine bottle. But she didn't hit you with it, that's the problem. You missed me. Il lui a pris la bouteille des mains. Il voulait l'acheter. Mais il ne l'a pas fait. Self-defense means it's kind of like tit for tat. Like if you punch me, I punch you. That's self-defense. Selon M. Kaminski, Christopher Hearn est allé dans la cuisine et a pris un couteau. Au cours de ses aveux, il lui a dit qu'il l'avait poignardé. Where did she get stabbed at? I think again, all the way here, here or here, or her neck. Like, I am guilty, but I'm trying to show the real story of it. Pour lui, c'était de la légitime défense. C'est ce qu'il m'a dit. I run, I'm guilty automatically. I don't run, and I played it. It shows that
There was something up about it. Oh, maybe there was something up about it. Il était vraiment triste, horrifié et mortifié. Il avait du mal à accepter ce qui s'était passé et ce qu'il avait fait cette nuit-là. I'm just trying to think all the CSI in my head. I was sure when I was doing it like that, so let's see what I'm constantly what they would do for, what they would see, where would they look for fingerprints at? Everywhere. I know, trust me, I looked at everywhere. Christopher Hearn a ensuite passé la nuit à nettoyer l'appartement de René. Il s'est débarrassé du portable de la victime et il a caché le couteau. Il s'est lavé, puis il a quitté l'appartement le lendemain matin. Le 21 septembre, Christopher Hearn a été arrêté par la police de Clinton, soit environ 48 heures après la découverte du cadavre de René. Suite à son arrestation, on a remarqué une griffure sur la paume de sa main et sur un doigt de son autre main. Ces blessures semblaient encore fraîches. Il s'était peut-être fait ça quand il avait pris le couteau la nuit du meurtre. Plus tard, on a aussi pu confirmer que les empreintes retrouvées sur la scène de crime étaient bien les siennes. Il a invoqué la légitime défense. Mais pour que ce soit le cas, il faut arrêter de frapper une fois la menace mise hors d'état de nuire. René a été poignardé 12 fois. Ce n'était pas de la légitime défense. On a découvert que René avait déjà subi des violences conjugales de la part de Christopher Hearn avant la nuit de l'homicide. Quand on regarde la manière dont elle est morte et les violences qu'elle a déjà subies, ça montre que ces agressions ne sont pas à prendre à la légère et qu'elles peuvent très mal finir. Quand j'ai vu à la télé qu'ils avaient arrêté quelqu'un, j'étais sous le choc. J'étais persuadée que c'était le fanatique, le coupable. Alors quand j'ai vu la photo du meurtrier, j'étais d'autant plus surprise. J'étais stupéfaite d'apprendre ce qu'il avait fait. Je ne m'y attendais pas. En mars 2012, Christopher Hearn a plaidé la non-contestation. Un plaidoyer de non-contestation n'équivaut pas à l'admission de culpabilité, mais résulte en une condamnation similaire. Dans cette affaire, justice a été rendue, selon moi. Il a été condamné à un emprisonnement de 48 à 90 ans. Chris a demandé pardon auprès de la famille de René. Mais honnêtement, il faut être malade pour présenter ses excuses, alors qu'on décide de son plein gré de tuer quelqu'un.